vous propose qu'on commence directement, qu'on aille dans le vif du sujet avec notre invité du jour, donc Sébastien. Encore bonjour Sébastien et merci d'être là. Ben, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Si tu veux te présenter peut-être en quelques mots avant de démarrer tout ça. Oui, tout à fait. Alors, je suis Sébastien Ganzer, je suis social media manager à Europa Park. Ça fait maintenant 3 ans que j'y suis. À la base, je suis un passionné de parcs d'attractions. J'ai travaillé avant à Walibi Belgium et au Futuroscope pendant plusieurs années, avant de revenir ici dans la région et revenir vers le parc qui m'a donné un peu cette passion. Je suis donc en charge du social media pour la partie francophone au sein de la direction marketing, sales and digital. Sur la partie digital, on est 20 personnes et 5 en charge du social media. Moi, je suis le seul français à plein temps. Je suis accompagné par une stagiaire, Marine, qui nous regarde sûrement. Je passe un petit bonjour. Et puis, ben, on gère pas loin d'une cinquantaine de profils et de pages différentes en fonction des langues, des cibles, des sujets. Au total, pas loin, tout cumulé évidemment, donc il y a des doublons, pas loin de 2 millions de fans et de followers. La page principale évidemment Ok, c'est Europa Park, 1,4 million de fans sur Facebook, 300 000 sur Instagram, donc c'est une grosse communauté très engagée et avec qui on travaille beaucoup, on joue beaucoup avec eux, comme on va un peu le voir pendant ce webinaire. ok, donc ouais, donc une équipe quand même de 20 personnes qui gèrent le web, dont 5 uniquement les réseaux sociaux et plus de et toute cette communauté, toute cette audience, donc Ouais. c'est déjà des beaux chiffres. Ouais. Alors, juste pour l'émission, donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein. Si vous en avez qui vous viennent, vous les écrivez. Moi, je les poserai à Sébastien. On en a préparé quelques-unes pour un peu justement parler de la stratégie de contenu et de communication qu'adopte Europa Park en ce moment. Parce que tu vas nous expliquer tout ça, mais forcément, le parc est fermé, mais la communication continue. Donc, du coup, justement, ma première question, c'est quelle est la situation euh, à Europa Park en ce moment pour les équipes, pour toi, pour la communication de manière générale? Chez nous, et comme dans tout le domaine du tourisme, on est un secteur particulièrement touché, forcément, puisqu'on est des gros regroupements de population. En plus, on est dans des périodes très fortes, les vacances de Pâques, le week-end de Pâques qui arrive, donc c'est normalement des périodes hyper fortes pour le tourisme. Mais évidemment, on ne pourra pas en profiter. Les parcs Europa Park sont fermés, évidemment. On a annoncé ça à la mi-mars. On avait d'un côté Rolantica, le parc aquatique qui lui est ouvert toute l'année, donc qu'on a fermé. Et pour Europa Park, l'ouverture devait se faire le 28 mars, qui a donc été reportée. Pour le moment, la date annoncée de réouverture envisagée, c'est le 19 avril, mais évidemment, c'est avec un énorme point d'interrogation. On attend là-dessus que les autorités se prononcent, mais on est quasiment sûr que ça va être prolongé, évidemment. Ces annonces de fermeture, on les a fait directement sur 3 canaux différents et vraiment dans le même temps, sur le social media, sur le web et en presse. Puis évidemment, ça a des conséquences sur les équipes. On va voir que c'est plus de 4000 salariés. Évidemment, parc fermé égale activité très réduite. On a profité de la première semaine de fermeture pour continuer à faire des travaux d'entretien, de maintenance, de nettoyage, notamment au parc aquatique à Rolantica. C'est la première fois qu'il est fermé depuis son ouverture en novembre. Maintenant, on continue encore à faire des travaux, mais forcément de manière moins intensive. Il y a évidemment des mesures de chômage partiel qui ont été prises, notamment pour les salariés du terrain. Dans les bureaux également, on fait beaucoup de télétravail, mais certaines personnes, la plupart des personnes travaillent moins et uniquement sur les projets les plus importants et sur la situation actuelle. Dans le cas du digital, on est relativement épargné de ce qui nous concerne, puisque évidemment c'est un des seuls leviers qui peut encore continuer à fonctionner correctement. Moi, par exemple, je suis encore à 100% en télétravail essentiellement.
Mes autres collègues du social media, eux, sont à 75% et continuent à être, euh, à être sur place de temps en temps pour continuer à produire du contenu, mais ça, on va y venir. Mm. Voilà. Ok. Surtout que ça s'est fait, donc le parc Rulantica a été lancé quelques mois avant. Enfin, le lancement avait été une belle opération et avec ça, ça arrivait un peu au mauvais moment quoi, pour le Oui, lancement du nouveau Rulantica. exactement. Le parc a ouvert le 28 novembre dernier. Et depuis, il marchait déjà très très bien. Pendant les Mm. vacances à Noël et en février, c'était souvent complet. Donc effectivement, c'est un petit coup d'arrêt qu'on n'imaginait pas. Mm. Et justement, par rapport à la crise, pour un parc justement qui est dans le tourisme, dans le loisir, comment est-ce que vous avez anticipé ça? Comment vous avez géré ça? Enfin, vu que le tourisme, forcément, c'est là où vous gagnez, où vous travaillez, quoi. C'est vraiment grâce aux gens qui se déplacent, etc. Comment ça se passe pour Europa Park à ce niveau-là? Bah, on est globalement plutôt bien préparé aux crises. On a un plan de communication de crise assez détaillé, assez poussé, notamment parce qu'on a aussi de l'expérience. Vous en avez probablement entendu parler il y a quelques années. En 2018, on a eu un gros incendie dans le parc qui nous a Mm. beaucoup marqué et dont on a beaucoup appris. On avait fait déjà à l'époque beaucoup de communication qui avait été assez saluée par les professionnels du secteur, de la com et des parcs d'attractions. Mm. Donc ça, on s'en est beaucoup inspiré. Depuis, on a retravaillé notre plan de com de crise. On a fait des exercices aussi. Néanmoins, quelque chose de cette ampleur comme on le vit actuellement, je crois que personne ne pouvait l'anticiper. Mm. Alors évidemment, on a suivi ce qui se passait au fur et à mesure en Chine et en Italie et on a essayé de voir comment on allait s'adapter chez nous si ça venait aussi. Mais on s'adapte forcément au jour le jour en fonction de l'évolution de la situation. On est en contact très très fréquent avec les autorités locales allemandes, les équivalents de la région, de la préfecture, etc. Donc voilà, on s'adapte comme on peut, comme tout le monde Mm. peut le faire en ce moment. D'ailleurs, justement, tu parles de l'exemple de l'incendie, qui est un bon exemple, je trouve, de communication. Je pense que dans le chat, n'hésitez pas à me dire hein, si jamais vous avez suivi aussi ça, parce que c'était un grand événement, et d'un point de vue communication, c'était intéressant de voir comment vous avez géré ça. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir comment votre communauté a aussi vous a aidé, je pense, là-dessus, en postant des choses, en étant hyper bienveillante. Et c'est la communauté que vous avez construite depuis des années entières. Mais je trouvais qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une belle effervescence sur les réseaux sociaux de votre communauté qui a essayé de vous aider. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as ressenti toi, et par rapport à cette crise-là aussi, s'il y a des liens, si la communauté a un vrai rôle là-dedans. Ouais, tout à fait. Bon, on savait déjà avant qu'on avait une communauté très forte, beaucoup Mm. de fans qui ont une connexion très très forte avec le parc. Forcément, il y a des souvenirs d'enfance. C'est un lieu où on s'évade, où on s'amuse entre amis, en famille. Mm. Donc forcément, c'est quelque chose d'assez marquant. Et ça s'est vraiment confirmé avec l'incendie. On a eu pendant une semaine des messages, des dizaines de milliers de messages, véritablement. C'était assez Mm. hallucinant de voir le soutien de cette communauté parce que c'était l'attraction qui a brûlé, qui a disparu. C'était une attraction qui avait qui avait plus de 30 ans d'âge, donc beaucoup de souvenirs. Là aussi, des enfants, des gens qui l'avaient fait en étant enfants, qui ensuite avaient emmené leurs propres enfants quelques dizaines d'années plus tard. Donc beaucoup de souvenirs, un côté très émotionnel, très fort. Et donc, on a beaucoup écouté la communauté ça nous a beaucoup touché évidemment. Et puis, ça, je pense aussi contribué à renforcer le lien entre le parc et la communauté et entre notre communication sur les réseaux sociaux et la communauté. Mm. Ben justement, on va rentrer vraiment dans on va dire la communication aujourd'hui. Comment Ouais. est-ce que donc la communication continue, tu l'as dit, comment est-ce que vous gérez ça d'un point de vue communication de crise d'un côté et aussi communication normale, on va dire, enfin quotidienne de l'autre? Ouais.
Alors nous, à Europa Park, notre métier, c'est l'entertainment, c'est le divertissement. Donc, même si les parcs sont fermés, même si la situation actuelle est compliquée, on veut continuer à divertir notre communauté. Donc notre leitmotiv pendant cette période, c'est vous ne pouvez pas venir au parc, alors c'est nous qui allons vous apporter le parc. C'est le parc qui va venir à vous. Pardon. On savait assez vite qu'on allait continuer à reproduire du contenu, mais quelle forme de contenu? Aujourd'hui, on peut dire qu'on a en gros 4 types de publications. Tout d'abord du factuel, hein, les infos sur la situation, donc vraiment la partie crise entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe, quelles incidences ça a, le côté pratique évidemment pour les gens qui ont des réservations. Donc là, informatif, Euh, économique, enfin vraiment des informations exactement, très sérieuses, factuelles, quoi. exactement. Ensuite, un deuxième point, c'est montrer l'envers du décor. C'est quelque chose qui nous a été très demandé et donc on va contribuer à montrer ce qui se passe au parc même quand le parc est fermé. Un troisième point, c'est apporter de la légèreté, que ce soit avec du contenu vraiment fun, divertissant pour prêter à sourire, ou bien avec des belles images, des belles vidéos pour continuer à s'émerveiller, ce que fait le parc au quotidien, que là on fait d'une autre manière. Et enfin, le dernier point qu'on fait aussi, évidemment, c'est contribuer à l'élan de solidarité à notre échelle. Donc, on a fait des dons divers à des associations, à des hôpitaux, etc. Ok, ça marche. Et il y a un autre aspect qui est évidemment super important en ce moment, c'est le community management. On reçoit beaucoup de questions, donc ça nous mobilise très fortement. On répond à toutes ces questions. Donc on prend beaucoup de temps pour y répondre, puisqu'on a besoin beaucoup de rassurer nos visiteurs, évidemment. Il y a beaucoup de questions relatives à des réservations qu'il faut donc traiter, qu'on traite donc en collaboration avec nos collègues du service client. Si on rentre plus précisément, si on va plus dans le détail, on a d'abord eu nos postes d'annonce de la fermeture, d'abord Hollandica, ensuite Europa Park. Là, comme je l'ai dit, c'était vraiment point sur la situation, très formel, très factuel pour aller aux pratiques. Ensuite, on a pris un temps de pause parce que là, évidemment, on avait plein de questions qui arrivaient. Et puis, assez vite, quelques jours après, on a voulu directement reprendre la parole. On a posé directement la question aux fans. Donc là, on a fait une petite vidéo. Je crois qu'on peut la montrer, la première petite vidéo. Ouais. Un Allemand, une Française, qui explique un peu la situation, ce qui se passe dans le parc, quelle est leur situation personnelle à eux aussi. Et puis, on a directement demandé à nos fans ce qu'ils voulaient voir. On s'est vraiment adressé à eux en leur demandant, voilà, on se pose plein de questions, qu'est-ce qu'on peut vous montrer, qu'est-ce que vous voulez voir. Et donc, on a eu plein de retours de nos fans qui voulaient voir plein de choses, des vidéos du parc, même s'il est fermé, des balades à travers le parc, les coulisses, plein de choses. Et donc, ça nous a beaucoup aidé à mettre en œuvre notre stratégie de contenu. Ça tombe bien parce que la plupart des idées collaient à notre propre brainstorming et nos propres idées qu'on avait nous-mêmes de notre côté. L'un des souhaits qui venait le plus souvent, c'était de voir les coulisses, de voir comment ça se passe quand le parc est fermé. Est-ce qu'il continue à avoir de l'activité, est-ce qu'on est prêt à ouvrir, des interviews avec des collaborateurs, en savoir plus sur les nouveautés aussi qui devaient ouvrir, sur les aspects techniques, etc. Et donc là, c'est ce qu'on a mis en œuvre avec un nouveau format vidéo qui s'appelle le Weekly. Celui-là, on peut aussi le montrer. Il n'y a pas de son, donc on ne sera pas dérangé. Alors, le weekly. C'est un format hebdomadaire, comme son nom l'indique. Donc on s'est mis avec nos collègues, on s'est réunis ensemble avec donc nous, les collègues du social media, les équipes de Mac Media, de production vidéo, et les équipes de Mac Next, les storytellers du parc. Et on a ensemble écrit ces deux formats, ces deux émissions. C'est donc hebdomadaire sur YouTube et sur Facebook, avec une première partie en plateau, avec interview, et ensuite des reportages sur le terrain pour vraiment montrer l'envers du décor des deux parcs.
Et donc, on a 2 formats. Roulantica Weekly tous les mercredis, Europa Park Weekly tous les samedis. Et donc voilà, comme vous le voyez, on va dans le parc, on montre les nouveautés qui étaient prêtes à ouvrir, on montre les coulisses. Tout a été produit en interne, que ce soit la vidéo, c'est nos équipes vidéo, ou bien les présentateurs. Là, vous voyez Jessica, vous voyez aussi à Roulantica Stéphane, c'est pas des pros de la présentation, ce sont des collègues à moi de l'équipe social média. Donc on s'est vraiment adapté, on a vraiment essayé de réagir assez rapidement. Les directeurs se sont aussi impliqués. Là, on voit Michael Mack, l'un des patrons du parc. Il a été lui aussi très impliqué dans l'écriture et dans la création du format. Et donc, on a en 1 ou 2 journées tourné directement les 4 premiers épisodes de chaque série, donc 8 épisodes, ce qui a été fait en un temps assez record. On a tourné les 3 suivants en début de semaine, donc on continue à être très actif. Donc c'est une série qui est tournée en allemand, donc les interviews sont en allemand, mais on a tout évidemment sous-titré en français parce qu'on a une forte communauté francophone. Voilà pour le plus gros des nouveaux contenus qu'on a mis en place. Donc ça, Et c'était c'est une demande un peu tu le disais, de ta communauté, d'avoir un peu les coulisses, de voir la création des attractions, la création des bâtiments, profiter que ce soit vide exact, pour un peu faire le tour du propriétaire, quoi. exactement. Donc à Roulantica, on va montrer la technique, comment ça marche un parc aquatique. On va montrer quel est le quotidien en temps normal des équipes, des opérateurs. On va montrer comment on a designé le parc, comment on a acheminé toute la déco. Hmm. À Europa Park, on va montrer les spectacles qui étaient en cours de répétition il y a quelques semaines. On va montrer les nouveautés qui allaient ouvrir. On a vu un exemple avec la nouvelle attraction des pirates Hmm. qui avait été touchée par l'incendie il y a 2 ans, qui va ouvrir cet été. Donc voilà, on va vraiment montrer ce qui se passe dans le parc malgré la situation. Ok. Et après, donc ça, c'est un premier côté, le côté plutôt informatif, coulisses, backstage. Ensuite, on a un autre côté qui est plus divertissement, fun. On a créé un petit hashtag qui s'appelle EP at Home, où on va inciter les gens à recréer le parc dans leur salon. On va leur Hmm. apporter du contenu pour qu'ils puissent reproduire le parc chez eux. Et donc, par exemple, on a mis à disposition plusieurs vidéos on-ride, donc des caméras embarquées dans les grands 8. Et on a incité les gens à les utiliser et à reproduire, à refaire chez eux les sensations qu'ils ont dans un grand 8. On avait mis une petite vidéo démo, on avait un tire-bouchon qui levait les bras devant une vidéo d'un grand 8. Et on a eu des centaines de contributions avec des gens qui ont fait des choses avec du papier toilette, avec des peluches, avec des enfants dans une corbeille à linge devant leur écran, avec leur chat ou leur chien, c'est assez rigolo. Donc là, on va aussi poster dans quelques jours un petit best-of de ce qu'ils ont fait. Et donc, on va aussi dans cette direction-là de la légèreté, du sourire pour apporter et continuer à faire preuve de positivisme dans cette situation. Hmm. Il y a Puis après, justement, ouais, vas-y, vas-y. ouais, après, on a d'autres contenus un peu plus classiques, type coloriage qu'on a mis en ligne, plein d'autres astuces pour passer le temps avec du contenu qu'on a mis à disposition, avec des photos du parc vide, forcément, mais avec un focus notamment sur les fleurs qui sont prêtes, qui sont là. Et puis, comme je le disais aussi, cette incitation à la solidarité et ces diverses contributions qu'on a fait. Hmm. Justement, il y a Claire qui est une de mes collègues qui est fan d'Europa Park, hein, qui a mis un petit commentaire en disant que les jeux sur les réseaux sociaux sont vraiment top. Et aussi, ce qui est intéressant, elle nous dit que les réponses aux commentaires qu'elle laisse ou que les gens laissent de manière générale sont toujours personnalisées. Enfin, les réponses sont personnalisées. Donc, vous prenez le temps, en plus de ça, d'informer, comme tu le disais, de répondre aux gens
de pas être en mode machine à répondre ou à ne pas répondre aux personnes, quoi. Là, il y a vraiment de l'interaction en plus des posts. Ouais, exactement. C'est super important pour nous de contribuer à créer le lien. C'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que la com, elle va pas dans un sens, mais qu'on a aussi directement le retour du client, du visiteur, du fan. Et du coup, on peut créer des interactions comme ça, on peut discuter. Des fois, on a des discussions qui se prolongent sur plusieurs jours. Je me souviens d'exemples de l'an dernier où on a interagi avec un groupe d'amis qui disaient ah, ce serait cool qu'on vienne. Et puis, on a interagi pendant plusieurs semaines, plusieurs jours. Et puis, au bout de quelques semaines, ils nous ont envoyé une photo. Ah, voilà, on était dans le parc suite à nos discussions. Ça nous a donné super envie, donc on est venu. Donc voilà, on veut vraiment créer un lien, montrer qu'il y a des gens aussi qui s'intéressent à ce que les gens disent, et notamment en cette situation où les gens font preuve aussi de beaucoup de créativité sur les réseaux, et on le voit aussi chez nous. On veut continuer à avoir ces discussions et c'est un côté super important pour nous. Il y a Gilles qui nous pose une question sur les réseaux sociaux justement. Est-ce que vous avez, enfin pour communiquer, vous communiquez vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux et la communauté reste sur Facebook notamment, ou est-ce que vous avez un fichier aussi de fans ou autres, peut-être plus avec d'autres contacts comme des mails ou autres, ou est-ce que vous êtes vraiment dans une stratégie social media uniquement relation via les réseaux sociaux? Alors, en ce moment, on est essentiellement sur des réseaux sociaux. Après, on a plein d'autres canaux de communication, mais qu'on active un peu moins en ce moment. Alors, on continue à avoir quelques newsletters de temps en temps. On en a fait une qui reprenait un peu l'article de blog que j'avais tout à l'heure, avec des idées pour s'occuper de chez soi avec Orva Park. On va avoir une autre newsletter pour Pâques. Mais c'est essentiellement sur les réseaux sociaux parce que c'est là que les gens sont aussi en ce moment. Donc forcément, Hmm. ça a un impact. Donc Mais tu sinon, t'adaptes. oui, en temps normal, on a aussi des relations avec des sites de fans, avec la presse, évidemment, enfin, des tas d'autres leviers, mais en ce moment, un peu moins. Ok. Et justement, pour toujours parler des réseaux sociaux, d'un point de vue fréquence, vous postez moins qu'avant, vous postez plus qu'avant, ou comment ça se passe un peu? Euh, oui et non. En fait, oui, forcément, on a un peu revu l'activité à la baisse parce que dans le parc, il y a moins d'activité. Hmm. On a aussi une équipe réduite, comme je le disais, il y a en partie un peu de chômage partiel. Chez mes collègues allemands sont à 75% par exemple. Et puis on a le community management qui nous mobilise plus fortement avec toutes les questions pratiques qui arrivent. Pour autant, on a plein d'idées, plein de choses à partager. Donc, alors on reste un peu en deçà de notre rythme habituel, mais on reste quand même très très actif avec un post Facebook par jour, parfois deux en fonction des pages, un sur Europa Park, un sur Rolantica par exemple, euh, un post Instagram par jour aussi. Donc on est un peu en deçà, mais on reste quand même très très actif. Hmm. Ok. Il y a Daniela qui nous demande aussi par rapport, encore une fois, aux réseaux sociaux, selon les cibles et pays, si tu devais faire un résumé, quels sont vos top 3, enfin, quel est ton top 3 des réseaux sociaux les plus pertinents, avec le plus de communauté, le plus d'engagement, par pays ou par cible en tout cas? Je ne sais pas si tu as des stats à ce niveau-là. Alors oui, il n'y a pas trop de différence en fonction des pays, ça reste dans les mêmes proportions. Après, la différence, elle se fait effectivement sur les cibles. L'outil qu'on utilise le plus, qui est le plus fort et qui reste toujours le plus fort malgré tout ce qu'on peut en dire, ça reste Facebook. Comme je le disais, on a 1,4 million de fans. On a une structure de page mondiale, donc de global page. Donc, on a en fait 4 pages internationales fusionnées en une seule. Une page allemande, une page française, une page néerlandaise et une page anglaise. Mais dans les faits, voilà, vous n'en trouvez qu'une et vous voyez celle qui vous est adressée en fonction de votre langue. Ça, c'est vraiment le grand public. Et c'est là où on fait le plus fort de notre communication. Ensuite, on a Instagram, cible un peu plus jeune, place à l'image évidemment, donc on est plus limité dans le type de contenu qu'on va proposer, même si ça booste aussi la créativité. On va partager de belles photos, de belles vidéos du parc. Là aussi très très fort et une grosse explosion ces dernières années, derniers mois.
Et ensuite, le troisième, ce sera Twitter. Là, c'est un peu plus différent. Ça reste un peu plus confidentiel. On est sur un peu plus un réseau corporate presse, même si on a aussi beaucoup de personnes du grand public et de fans qui nous suivent. Le ton sera un peu plus institutionnel. Voilà. Et ensuite, on regarde de près aussi TikTok, qui monte et qui permet de faire plein de choses créatives. La problématique, c'est que TikTok, ça marche beaucoup avec des personnes. Nous, on n'a pas de visage qui représente Europa Park, à part évidemment nos mascottes, mais aussi, ça reste compliqué. Mais on y réfléchit de près et on envisageait de se lancer pour l'été. Évidemment, là, les choses vont peut-être être un peu différentes, on va voir. Oui, ou travailler avec des influenceurs comme tu as fait avant pour YouTube, qui sont eux aussi maintenant sur TikTok, quoi. Ça peut être possible. Oui, évidemment, ça c'est aussi une des pistes pour au moins pour lancer par exemple notre nouveau channel et pour voilà, les inviter de temps en temps à produire du contenu dans le parc. Et d'un point de vue stat, là, pour le coup, est-ce que l'engagement baisse, l'engagement diminue? Est-ce qu'on imagine que les gens sont plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas pour Europa Park? Est-ce que tu vois des courbes qui montent, qui descendent? Ouais, effectivement, on savait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on savait qu'on avait déjà une communauté très engagée et puis on le voit encore plus, qu'elle est vraiment impliquée, fidèle. Donc ça se vérifie vraiment. On a des super chiffres. C'est un peu à mettre en équivalence avec la situation. Donc c'est un peu compliqué de dire qu'on a des super chiffres, mais en effet, en termes de portée et d'engagement, c'est plutôt bon. Si on regarde uniquement les chiffres sont bons. Un des exemples, c'est une vidéo qu'on a publiée le 28 mars pour l'ouverture. Enfin, c'était la journée d'ouverture prévue. C'était une vidéo drone du parc vide qui a été tournée la veille, donc vraiment en temps réel quasiment. Et Ouais. c'est un carton absolu. C'est notre meilleur post de tous les temps. On a en tout 4 millions de personnes touchées sur Facebook, plus de 2 millions de vues, des milliers de commentaires et autres interactions. Donc c'était assez impressionnant, assez intéressant à voir. Et puis ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir que c'est les périodes de crise qui rassemblent le plus notre communauté. Auparavant, notre meilleur post de tous les temps, c'était après l'incendie, une vidéo de notre patron Olomac qui s'adressait aux fans pour les remercier de leur engagement, de leur soutien et dire ce qui allait se passer dans les jours à venir. Désormais, c'est cette vidéo du parc survolé en drone. Je pense que le timing aussi était bon. C'était le jour prévu de la réouverture. Il y avait une grosse attente de toute notre communauté de visiteurs fidèles. Et donc, on l'a posté précisément à 9 h, au moment où le parc devait rouvrir ses portes. Tu veux qu'on la Donc, montre ou pas? C'est la vidéo EP Drone? ouais, on peut montrer un petit On va montrer un morceau. extrait, ouais. Alors, je sais pas combien de temps elle dure. Elle Peut-être dure laisser 3 3. minutes. 3 minutes, donc on va peut-être pas la regarder en entier. Oui. On va regarder le début. Ouais. Bon, la vidéo, elle pourrait être faite en ce moment, tu me diras. Il y a peut-être moyen d'en profiter pour en faire plein des vidéos de ce type-là. Ah bah oui, oui, c'est comme dit, on l'a fait vraiment donc en temps réel quasiment, hein, la veille de l'ouverture. Joli fond d'écran au passage.
Euh, Merci. Oui, oui, on pourrait, on va probablement faire d'autres vidéos, faire des photos vues de drone. Enfin, de toute façon, on continue à être sur cette thématique aussi de continuer à transmettre le parc, à continuer à émerveiller. C'est vraiment dans cette thématique qu'on est là avec cette vidéo. Hmm. Et voilà, globalement, si les chiffres sont bons, je pense que c'est évidemment lié au fait que les gens sont plus sur leur smartphone. Je pense aussi un petit peu que c'est dû à la qualité du contenu qu'on propose dans cette période et la fréquence qu'on maintient pour garder ce contact. Hmm. Bon, en tout cas, la vidéo a l'air de beaucoup plaire. Il y a beaucoup de gens qui disent très belle vidéo, belle qualité. Il y a Adrien aussi qui travaille chez Aqualand qui nous demande quels outils tu utilises toi pour poster sur les réseaux sociaux. Si tu as des outils pour poster, pour analyser. Qu'est-ce que tu utilises d'ailleurs? C'est une bonne question. Alors, sur les réseaux sociaux, on utilise deux outils. Le premier, c'est un outil de publishing et de community management, donc qu'on gère qu'on utilise pour gérer toutes nos pages. Ça s'appelle Facelift. Ça nous permet d'un côté de programmer toutes nos publications sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et de l'autre côté, c'est un outil de community management qui nous permet de recevoir toutes les centaines de messages qu'on reçoit chaque jour et de les traiter, de travailler en équipe aussi en assignant des tâches, que ce soit des posts ou des commentaires aux différents membres de l'équipe. Un deuxième outil qu'on utilise, ça s'appelle Talkwalker. C'est un outil de monitoring qui monitore à la fois les réseaux sociaux, mais aussi le web en général, qui nous permet d'avoir une idée de ce qui se dit d'Europa Park sur les réseaux sociaux et sur le web, qui Hmm. nous permet de faire des tableaux de bord assez précis sur Europa Park en général, mais aussi sur des sujets plus particuliers, comme par exemple quand on ouvre une nouvelle attraction, quel a été l'impact sur le web. Ok. Donc du coup, par rapport au confinement, donc tu disais que la tendance était, par rapport à l'engagement des gens, c'était une bonne tendance. Enfin, les gens étaient actifs en Ouais, cette ouais, tout période. à fait. Ouais, oui, on continue à avoir de bons chiffres d'engagement, de portée, donc c'est plutôt bon et donc ça continue à nous inciter à continuer à proposer du contenu comme on le fait. Ok. Bah, du coup, pour la suite, comment vous voyez les choses chez Europa Park par rapport au confinement, la reprise éventuelle? Vous êtes prêt à Bah, reprendre du jour au lendemain? Vous avez une stratégie un peu définie de nouveaux lancements, du coup? alors pour le moment, l'état actuel, c'est fermeture jusqu'au 19 avril inclus. Ça implique donc une réouverture le 20 avril. Clairement, c'est hyper hypothétique. Hmm. On va probablement le prolonger. Ça va être. On attend les décisions des autorités locales avec lesquelles on est en contact en permanence. Et ça va être communiqué, le cas échéant, dans les prochains jours. Pour autant, nous, on va continuer à proposer du contenu sur le même rythme qu'on le fait jusqu'à présent. Toujours le format weekly qui continue. Comme j'ai dit, on a enregistré déjà les prochains épisodes. Hmm. Continuer à faire du contenu divertissant, enrichissant et en même temps se préparer à la réouverture. Donc, on ne sait pas encore exactement quand ça interviendra, ni dans quelles conditions. Évidemment, les parcs de loisirs, ce sont des sites qui génèrent beaucoup de monde en, en un endroit relativement restreint et ce n'est pas forcément les lieux les plus indispensables dans le premier temps. Donc on imagine que la réouverture sera pas pour tout de suite Hmm. et forcément adaptée. Donc on réfléchit à plusieurs choses, mais là je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais plusieurs choses. Est-ce qu'il faut limiter la capacité du parc? Est-ce qu'il faut faire des adaptations particulières dans le parc? Donc là on réfléchit à plein de choses, mais pour le moment évidemment on ne sait pas comment et quand ça pourra être mis en œuvre. En tout Hmm. cas, le parc est prêt. Le parc devait rouvrir juste avant le début du confinement. Donc le parc est prêt. Les attractions sont rodées, les plantes sont là, les shows sont prêts. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton et on est prêt à rouvrir.
Ok. Et vous pouvez pas en profiter pendant ce temps-là pour avoir le parc pour vous tout seul. Ça, c'est pas possible. Alors, on peut se balader. Enfin, moi, je suis la plupart du temps en télétravail, mais j'étais c'était hier, non, avant-hier encore dans le parc pour certaines choses que je pouvais pas faire depuis chez moi. Donc oui, on se balade un petit peu dans le parc. Évidemment, on est un peu tout seul. Les attractions, Hmm. elles ne marchent pas. On ne pourra pas faire un tour de Silver Star. Ok. Il y a Claire d'ailleurs qui est jalouse apparemment, qui nous le dit. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que tu avais d'autres choses à rajouter ou pas, Sébastien? Non, si on va aussi utiliser une fonctionnalité qui marche très fort en cette période, c'est les lives. On Ouais. va faire la semaine prochaine un petit live dans le parc où on va se balader en allemand et en français. Donc je serai sur place avec un collègue allemand. On va se balader, on va montrer le parc tel qu'il est, raconter des petites anecdotes et puis interagir en direct avec les gens en commentaire. C'est eux qui vont nous guider en fait dans le parc. Est-ce que vous voulez Hmm. plutôt aller dans tel ou dans tel quartier, voir telle ou telle attraction? C'est ce D'accord. qu'on prévoit pour la semaine prochaine. Ah, c'est cool ça. Il y a Steve dans le chat qui nous dit qu'apparemment, donc c'est une news qui est sortie il y a 2 minutes, Europa Park va distribuer des œufs de Pâques aux hôpitaux du Sud Alsace. Je sais pas si tu es au Oui, courant ou exactement. c'est Edena qui ont Oh, partagé tout ça. à Moi, fait. bah super. Ok, Ouais, bah, tout à comme fait. quoi. Bon On timing. avait plein de chocolat de Pâques qu'on aurait dû distribuer dans le parc pour des chasses aux œufs, dans les Hmm. hôtels. Ils étaient déjà arrivés, donc on a décidé de les repartager. On les a livrés aux hôpitaux à Fribourg, aux hôpitaux d'Offenbourg et de Lahr, et cette semaine en Mulhouse, pour offrir une petite pause de réconfort aux soignants qui accomplissent un travail assez considérable, assez fou. Ah, bravo. J'étais pas au courant. Là, j'essaie de Steve qui vient de nous dire ça dans le chat. Il y a Rose qui nous demande si vous produisez vous-même tout votre contenu de communication ou si vous faites des fois appel à des partenaires pour certains projets. On a une grosse équipe, donc on fait beaucoup en interne. Nous, de notre côté, au social media, on fait des photos, des vidéos qu'on n'utilise que pour nos réseaux. On a Hmm. ensuite une équipe d'infographistes et avec aussi des photographes qui travaillent tout le contenu visuel. Et ensuite, on a notre équipe de production vidéo, Mac Media, donc avec des caméramans, des monteurs associés. Dans les deux cas, que ce soit sur du visuel ou de la vidéo, on appelle aussi des freelances en renfort sur certaines parties. Mais la plupart des choses sont faites en interne. 99%, c'est interne. Ok. Et Constance qui nous demande si vos bureaux sont sur le parc directement ou si c'est autour ou ailleurs. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent quand on dit qu'on bosse à Europa Park. Oui, les bureaux sont sur le parc, juste derrière Euromir. Donc, D'accord. depuis ma fenêtre, je vois Euromir, je vois le looping de Blue Fire au loin. Donc, oui, on est sur le parc, ce qui est forcément indispensable pour nous pour pouvoir, dès qu'on veut, sortir et produire du contenu, que ce soit du contenu hyper travaillé ou bien une petite story rapidement sur Instagram qu'on peut faire de manière assez spontanée. Et D'accord. puis, oui, la Et, question va suivre. Est-ce que vous faites des fois des tours de camping? Oui, à la pause de midi, on se balade dans le parc. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde? On fait une petite action. et le bruit des gens qui hurlent, c'est pas trop dérangeant toute la journée? Euh, alors, je viens de déménager. Je viens d'avoir mes bureaux qui viennent de donner juste juste avant le confinement. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore entendu ce que ça donne. Avant, j'étais un peu plus loin. Oui, ça s'entend un petit peu, ouais. Mais ça rythme aussi les journées. Donc, on a aussi la musique de la parade qu'on entend qui nous rappelle, tiens, il est 16h30. Donc, oui, ça rythme les journées. Mais ça donne aussi de la vie. Et puis, ça nous rappelle qu'on travaille dans un parc d'attractions et qu'on a nos clients juste à côté et qui sont là en train de s'amuser et de s'éclater dans le parc. Ok. Alors, on a une autre question sur les prises de parole, cette fois-ci un peu plus officielle. On nous demande pourquoi est-ce que c'est donc votre PDG qui annonce les nouveautés ou les informations, on va dire, importantes sur son compte Twitter et pas justement le compte Twitter
d'Europa Park ou ceux du parc? Comment ça se passe justement cette stratégie de quand est-ce que votre PDG prend la parole? Quand est-ce que c'est le parc qui prend la parole? Comment vous hiérarchisez un peu les choses? Alors sur la partie actuelle, les annonces de la situation, des fermetures, etc., là, c'est les comptes institutionnels du parc qui prennent le relais. Pour d'autres sujets, on a deux de nos dirigeants, Thomas Mack et Michael Mack, qui sont présents sur Twitter avec leur propre compte. Chacun a ses domaines d'expertise. Thomas Mack est responsable notamment de l'hôtellerie, de la restauration, des spectacles. Michael Mack s'occupe de la partie opérationnelle, des nouveaux projets, du digital aussi. Et donc chacun va tweeter dans son domaine d'expertise. L'idée, c'est aussi de les placer comme des experts dans chacun de leurs domaines. Et effectivement, il y a certains sujets, ce sont eux qui vont les annoncer en exclusivité, parce que c'est eux les boss. Après, on a aussi d'autres sujets qui seront d'abord annoncés chez nous. Voilà, ça dépend des sujets, de l'implication aussi personnelle de chacun dans les différents sujets. Quand on a ouvert le nouvel hôtel à côté du parc aquatique, Thomas Mack était très impliqué, puisque c'était son projet à lui. Là, sur les pirates, par exemple, c'est Michael qui est très impliqué et qui partage beaucoup de contenu sur cette nouvelle attraction. Ok. On a Séverine aussi qui nous demande quelle est votre cible principale dans vos actions de communication sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une cible? Est-ce qu'il y a plusieurs cibles? Comment vous créez vos différentes audiences par rapport à ça? Alors, les cibles sur les réseaux sociaux sont les mêmes que dans le parc, donc c'est essentiellement deux cibles principales. La première cible, c'est les familles, qu'on touchera peut-être un peu plus sur Facebook. Donc les pères de famille et mères de famille. Et la seconde cible, c'est plutôt les jeunes adultes qui viennent plutôt en couple ou entre amis, qu'on touchera aussi sur Facebook, mais un peu plus peut-être sur Instagram. Ok. Par rapport justement au compte Twitter de ce que tu disais avant, est-ce que ce sont vraiment du coup les dirigeants qui tuent directement? Est-ce que tu travailles avec eux? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec eux sur le contenu, sur ce qui doit être dit, comment le formuler, etc. Ou ils sont vraiment indépendants là-dessus et ils communiquent régulièrement? Ou comment vous travaillez justement cette Alors prise de parole? là, on travaille main dans la main avec eux directement et avec leur cabinet. Il y a certains tweets qui sont rédigés par notre équipe et d'autres qui font directement eux-mêmes. Donc voilà, c'est assez partagé sur cette Hmm. partie-là, avec la stratégie qui est partagée par tous, par nous et par les dirigeants eux-mêmes. Ok, ça marche. Il y a Marie-Lou aussi qui nous demande par rapport, encore une fois, à l'animation des réseaux sociaux, par rapport au confinement, quand vous avez annoncé la période de confinement, que le parc serait fermé, etc. Est-ce que vous avez dû gérer beaucoup de commentaires malveillants, négatifs? Et si oui, comment vous les avez gérés, s'il y en a eu? Non, il y avait très peu, quasi pas de commentaires négatifs, puisque c'était clair pour tout le monde que ça devait fermer. Hmm. Les commentaires, au contraire, étaient plutôt bienveillants. Oui, c'était la bonne décision à prendre. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Hmm. Donc là, non, on n'avait pas de commentaires négatifs. S'il y a eu des commentaires négatifs, quelques petites fake news aussi qui sont sorties avec la fermeture des frontières qui a été mal interprétée par certains. Là, quand on a ce cas-là, on va répondre factuellement, sans rentrer personnellement, sans faire preuve d'émotion ou quoi, être vraiment factuel Hmm. pour répondre. Mais dans tous les cas, au global, hors période actuelle même, quand on a des commentaires négatifs, du moment qu'ils ne sont pas insultants, on les laisse et on y répond en argumentant, en essayant de comprendre ce qui s'est mal passé et expliquer pourquoi ça a pu mal se passer. Mais après, ça reste très, 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 très minoritaire puisque on a des visiteurs qui sont très, très, très satisfaits de leur visite en général. Hmm. Ok.
Donc ça, c'était pour les commentaires. Et on a la même question, mais là, plus sur les avis Google ou les avis de manière générale laissés sur réseaux sociaux ou sur Google tout simplement. Comment vous gérez ça, les avis négatifs, positifs? Pareil, est-ce que vous y répondez? Est-ce que vous incitez les gens à donner un avis ou comment ça se passe par rapport à ça? Alors là, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Le problème, c'est que il y en a des centaines et même si on est une relativement grosse équipe, on est tout de même pas assez dimensionné pour répondre à tout. Donc Mm. sur les avis Europark, sur le parc même, sur Google ou sur TripAdvisor, eux, ils sont pas traités. Ils sont lus, analysés, mais on n'a pas le temps d'y répondre. Là où on Mm. va apporter plus d'attention, c'est des avis sur les hôtels, parce que c'est plus, il y a un engagement plus personnel avec les hôtels, forcément, avec une réservation. Forcément, c'est aussi quelque chose qui avec une plus grosse dépense, donc on y apporte un peu plus d'attention. Et puis sur Rolantica, le nouveau parc aquatique, où forcément, là pour son ouverture, les avis des visiteurs étaient hyper importants pour savoir comment ajuster et améliorer le parc à son ouverture. Donc là, sur Ok. ces deux parties-là, on lit et on répond. Quand c'est négatif, on essaie d'expliquer pourquoi, on transmet à nos collègues. Et notamment pour ça, on a fait toute une liste des commentaires qui revenaient le plus souvent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et on a transmis tout ça à nos équipes opérationnelles sur place pour pouvoir améliorer au mieux le parc. Puis il y a déjà Ok. des choses qui ont été mises en place. Truc tout bête, à l'ouverture, il n'y avait pas d'horloge dans le parc, on ne savait pas l'heure, donc c'est quelque chose qui est remonté. On a installé des horloges dans le parc, que ce soit des horloges physiques ou sur des écrans. Donc ouais, les retours, vous les analysez et en plus de ça, vous Bien essayez sûr. d'y répondre dans le vrai, quoi. Bien Ok, sûr. Et ça après, je marche. disais, sur TripAdvisor et Google pour Europa Park, on ne les répond pas, mais comme je dis, on les suit quand même et on répond à tous les commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur les réseaux sociaux purs. Là, on reste hyper actif et on transmet aussi tout ce qui est à transmettre à nos collègues. Ok. Bon, je pense on va passer sur la dernière question de Séverine. Est-ce que vous allez faire une action? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ou pas à faire une action particulière au moment de la réouverture, que ce soit pour ce que vous faites, par exemple pour Pâques avec le personnel soignant, pour les gens qui ont continué à travailler, notamment les caissières ou autres, ou même pour le personnel interne d'Europa Park? Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose, ou alors c'est peut-être encore secret? Mais pour la réouverture, un peu une sorte de petite fête ou je sais pas, quelque chose de ce type-là. Bah, on réfléchit à plein de choses. Maintenant, pour le moment, tout est encore avec beaucoup de points d'interrogation. Ça dépendra Oui, aussi de quand et de comment on pourra réouvrir, dans quelles conditions. Donc oui, il y a plein de pistes à envisager, mais pour le moment, rien de très concret. Je peux annoncer ici. définitif quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à la communication d'Europa Park. Moi, je pense avoir fait le tour. Ouais, ok, top. Bon, en tout cas, d'un point de vue question, j'ai l'impression que c'est bon aussi. Alors juste pour vous parler de la semaine prochaine, donc on sera avec Pierre Vermiller et Marie Spenen de Berger-Levrault de Strasbourg Eurométropole pour traiter la thématique comment une entreprise privée, une collectivité publique adapte-t-elle leur communication en plein confinement. Donc si vous souhaitez être là parmi nous, n'hésitez surtout pas, on vous enverra le lien. Et du coup, si vous avez d'autres questions, je vous mets le contact de Sébastien aussi dans ce slide ou à moi aussi également si jamais vous avez des questions. Et puis du coup, bah, merci beaucoup Sébastien d'avoir été ce matin avec nous. C'était vraiment hyper intéressant. Bah, c'était un plaisir de partager ce qu'on fait avec vous. J'espère que ça a plu à tout le monde. Je vais faire ma petite pub. N'hésitez pas à nous suivre, évidemment, mais je pense que c'est le cas déjà pour beaucoup. Puis comme dit, bah, on va continuer à partager plein de petites infos, d'anecdotes et de jolies images de papa. Mm. Eh ben, merci beaucoup. Et en plus, merci aussi aux gens qui étaient là. Vous étiez 50 à nous suivre jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. On espère la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve soit sur les réseaux sociaux d'Europa Park, soit ailleurs. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt. À bientôt, au revoir.